Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on débute notre réunion de ce jour avec 2 PPRE à l'agenda. Et donc, je propose qu'on commence sans plus tarder, puisqu'il y a pas mal d'amendements et ça promet de longs débats. Je vous préviens d'ores et déjà que nous suspendrons notre réunion au moment du vote solennel sur Mayotte, de sorte à ce que tout le monde puisse aller voter. Puis si nous n'avons pas fini, nous reviendrons ici pour terminer les débats. Le premier texte à l'ordre du jour, c'est la proposition de résolution présentée par notre collègue Mazori sur le renforcement, appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. Je tiens tout d'abord à le remercier pour cette initiative, alors que nous approchons des 3 ans de cette guerre et sans certitude sur la pérennité de l'aide américaine. Il est important que l'Assemblée nationale continue de débattre de cette guerre et, le cas échéant, je l'espère, d'apporter son soutien à la résistance ukrainienne. Je voudrais, en préambule, condamner avec la plus grande force et la plus grande fermeté les frappes indiscriminées de la Russie qui se poursuivent sur l'Ukraine, contre les infrastructures énergétiques, contre les villes, contre les civils. Et ce matin encore, des frappes russes sur Kiev qui ont fait, à ce stade, 1 mort et 3 blessés. Ces frappes, la rhétorique irresponsable qui les accompagne, participent d'une logique d'escalade inacceptable de la part de la Russie qui continue de poursuivre son dessein révisionniste, brutal et impérialiste en violation des droits souverains de l'Ukraine. C'est pourquoi cette proposition de résolution, chers collègues, arrive, je le crois, au bon moment, en faisant de la poursuite et du renforcement du soutien à l'Ukraine sa priorité absolue. Et je crois qu'en lien avec nos partenaires européens, il nous faut continuer de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre et de faire échec à la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie depuis maintenant près de 3 ans. Car c'est non seulement la sécurité de l'Ukraine et de son peuple, mais c'est aussi la sécurité de tout le continent européen qui est en jeu à travers cette guerre. Et donc, au moment où l'administration américaine semble faire pression pour que des négociations de paix soient engagées rapidement, il est important de redire qu'aucune solution ne saurait être trouvée à ce conflit en dehors des Ukrainiens et des Européens. Et c'est à ces derniers, à nous-mêmes, de construire les garanties de sécurité dont l'Ukraine aura besoin, mais aussi pour tout le continent européen. Et donc, chers collègues, je crois que l'appel au renforcement du soutien à l'Ukraine que vous formulez aujourd'hui dans votre commission et qui, je l'espère, trouvera le plus large assentiment est indispensable et, je crois, fait honneur à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne serai pas plus long et je vous laisse immédiatement la parole pour que vous puissiez nous présenter votre travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le 24 février 2025, vous l'avez dit, marquera le 3e anniversaire de l'agression brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. 3 années de guerre, 3 années de souffrance indicible pour la population ukrainienne, 3 années qui ont bouleversé l'équilibre européen et international. 3 années qui, je l'espère, prendront bientôt fin. Hier encore, le président Zelensky a de nouveau ouvert la voie à une nouvelle négociation en proposant cette fois d'échanger des territoires avec la Russie, proposition d'ailleurs qui a été très rapidement rejetée par cette dernière. Alors que les appels ukrainiens à la fin de la guerre se multiplient, il est nécessaire de soutenir l'Ukraine afin qu'elle puisse aller à la table des négociations avec la Russie dans les meilleures conditions possibles. Souhaite-t-on du reste que l'Ukraine, qui n'exige que la paix et l'exercice normal de sa souveraineté, modifie ses exigences et donne ainsi partiellement satisfaction aux revendications inacceptables de Moscou? Non, bien entendu. Il nous faut mesurer l'ampleur de cette tragédie. D'abord en raison de la violence de l'invasion russe qui s'accompagne de crimes de guerre avérés, de déportations massives et de destruction systématique d'infrastructures civiles, encore cette nuit. Ensuite, parce que cette guerre vise à mettre fin à l'existence même d'un État souverain, l'Ukraine, et plus généralement à imposer par la force un droit de regard de la Russie sur les affaires du continent européen en faisant peser une menace constante sur ses voisins. Ce ne sont pas seulement les frontières de l'Ukraine qui sont menacées, mais également la stabilité et la sécurité de l'Europe tout entière. Si la résistance de l'Ukraine a déjoué les pronostics initiaux et si la mobilisation de l'Europe et des États-Unis lui ont permis de contenir l'invasion russe pendant 3 ans, force est de constater qu'en ce début 2025, nous arrivons à une phase d'usure dans laquelle les ressources militaires et humaines s'épuisent de part et d'autre, même si nous ne savons pas toujours clairement dans quelle mesure. L'Ukraine a en effet choisi de rester discrète quant aux difficultés de cette guerre longue qui lui a été imposée, tandis que la Russie a progressivement étouffé toute forme de circulation de l'information et que l'état réel de ses forces comme de son économie reste très difficile en réalité à estimer. Le point de rupture pourrait cependant être plus proche que nous ne le pensons.
À cet élément s'ajoute l'entrée en fonction récente aux États-Unis d'une nouvelle administration et d'un président qui exprime son souhait d'une issue diplomatique rapide au conflit, mais n'a pas précisé selon quels paramètres, ou alors de la façon erratique dont il a le secret, ni par quels moyens il amènerait les deux pays à rapprocher leurs positions qui paraissent aujourd'hui totalement incompatibles. Hier encore, il semble que le président Trump ait considéré que la libération d'un prisonnier américain marquait l'espoir d'un début de relations recouvrées avec la Russie pour mettre fin, selon lui, à la guerre en Ukraine. Il est évident que nous devons rester en alerte. Nous, Français et Européens, devons nous assurer que l'Ukraine se trouvera dans la position la plus favorable possible si des négociations s'ouvrent prochainement. Nous savons que la Russie cherchera à imposer ses conditions et que certains États pourraient être tentés d'accepter un compromis au détriment du droit et de la justice. C'est pourquoi nous devons dès aujourd'hui renforcer notre soutien à l'Ukraine, non seulement pour l'aider à tenir, mais surtout pour lui permettre de négocier depuis une position de force. C'est dans cet esprit que s'inscrit la proposition de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui. Son objectif est clair, réaffirmer notre engagement indéfectible envers l'Ukraine et faire en sorte que toute négociation repose sur les principes de souveraineté, de sécurité et de justice. Concrètement, cette résolution appelle à un renforcement du soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes, militaires, économiques et technologiques. Il s'agit d'accélérer la livraison de matériel de défense, notamment des systèmes de défense aérienne indispensables à la protection des populations civiles. Il s'agit également de consolider l'aide financière et logistique afin d'assurer la résilience de l'économie ukrainienne et de préparer sa reconstruction, voire déjà reconstruire. Nous demandons également le maintien et le durcissement des sanctions contre la Russie afin d'empêcher toute tentative de contournement et de priver Moscou des ressources nécessaires à la poursuite de son effort de guerre. L'Union européenne doit non seulement maintenir la pression, mais aussi travailler en étroite coopération avec ses partenaires pour garantir l'application effective de ces sanctions. Cette résolution exprime notre volonté de voir l'Ukraine rejoindre pleinement la famille européenne. L'Union européenne a déjà franchi des étapes majeures en reconnaissant le statut de candidat de l'Ukraine. Il nous faut aller plus loin et tout mettre en œuvre pour que ce processus d'adhésion aboutisse rapidement afin de garantir à l'Ukraine un avenir stable et sécurisé au sein de l'Europe. Il nous faudra pour ce faire aider évidemment l'Ukraine à vaincre ses propres démons parfois et à travailler aussi sur les obligations d'alignement, sur les us et les coutumes de base servant de socle au bon fonctionnement des États pour une intégration à l'UE, comme par exemple la lutte contre la corruption. Enfin, il nous faut également renforcer notre défense, en France, mais également au niveau européen. Et dans ce cadre, nous ne devons pas non plus oublier la deuxième puissance nucléaire de notre continent, nos alliés britanniques, et ce malgré le Brexit. Hier encore, le président Zelensky affirmait que les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de véritables garanties de sécurité. Il n'est plus acceptable que nous soyons dépendants des États-Unis. Il n'est plus acceptable que nos alliés n'aient pas confiance dans la capacité européenne à les protéger. Mes chers collègues, nous devons être à la hauteur de l'histoire. Relâcher notre soutien, c'est accepter de fragiliser l'Ukraine dans d'éventuelles négociations. Accepter des compromis qui reviendraient à légitimer l'agression russe, c'est envoyer un signal dangereux aux régimes autoritaires du monde entier et à la Russie elle-même pour ses visées expansionnistes non dissimulées en Europe, certes venant d'un autre siècle où l'on aurait aimé qu'elles y restent oubliées, mais qui ont repris malheureusement force et vigueur à notre époque. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réaffirmer notre engagement envers la liberté, la démocratie et le droit international. C'est pourquoi je vous invite à voter en faveur de cette résolution pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la France et pour nos valeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous en venons donc maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe UDR et par Maxime Michelet pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a près de 3 ans, l'Ukraine était agressée par la Russie et la guerre meurtrissait de nouveau le sol de l'Europe. Une guerre effroyable, jonchée de crimes de guerre et aujourd'hui enlisée. 1084 jours et près de 300 000 victimes plus tard. Malgré les perspectives de cessez-le-feu renforcées depuis l'investiture du président américain, aucune perspective politique de règlement durable du conflit ne se dégage.
Pourtant, si l'enjeu immédiat est évidemment de mettre fin au combat, l'enjeu primordial est bien de bâtir une paix solide qui garantisse les droits de la souveraineté ukrainienne tout en garantissant les devoirs de la sécurité européenne. Monsieur le rapporteur, nous partageons pleinement votre déclaration de soutien à l'Ukraine, mais nous ne pouvons pas soutenir votre proposition de résolution car elle contient un obstacle majeur à la résolution politique du conflit selon nous. Nous ne pouvons pas voter en effet un texte qui contient en son 49e alinéa une défense fervente de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette intégration serait illusoire car si la guerre s'achève, elle ne s'achèvera pas par une défaite de la Russie. Puissance nucléaire, la Fédération de Russie n'est pas et ne sera pas défaite. Sauf à attendre patiemment sa capitulation, il nous faut adopter une vision réaliste des lendemains de la guerre. La paix, qui mettra fin à ce conflit, doit donc assurer des garanties de sécurité aux deux parties. Notre histoire contient trop d'exemples de paix bancales ayant pavé le chemin de nouvelles guerres pour que l'Europe ne s'égare pas sur cette voie. Notre histoire nous apprend aussi que des élargissements mal inspirés, mal décidés et mal organisés ne peuvent que mener à la déstabilisation de la construction européenne, mais aussi mettre en péril nos intérêts nationaux. Il serait irresponsable et insensé notamment de faire adhérer à l'Union européenne un pays producteur, avant la guerre, de 85 millions de tonnes de blé, contre 34 millions pour la France en 2024, et où le salaire mensuel brut moyen s'élève à seulement 189 €. L'Union des droites pour la République appelle donc à une diplomatie réaliste qui permette de bâtir une paix politique durable pour les deux belligérants et une architecture de sécurité collective crédible pour le continent européen. Et donc, faute d'adoption de l'amendement numéro 2 de mon collègue du Rassemblement national, l'UDR votera contre cette proposition. Je vous remercie. Merci monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends votre positionnement politique qui ne m'étonne pas forcément. Il est vrai que dans les situations dans lesquelles nous sommes, nous pensons au contraire que l'adhésion à l'Union européenne va plutôt dans un symbole et vers un sens de paix, à l'inverse de celui qui aurait été l'adhésion à l'OTAN, qui aurait été évidemment un chiffon rouge et dont on sait qu'il est même à l'origine. Ce risque d'adhésion du déclenchement de la guerre, ce n'est pas le seul motif, mais c'est un des motifs évidents. C'est la raison pour laquelle il nous semble important au contraire d'avoir, non pas comme un supplétif, mais comme un signal fort, l'adhésion à l'Union européenne. Évidemment, et vous avez raison de le souligner, cela suppose particulièrement des conditions qui soient intelligemment calculées, économiquement réfléchies, pas comme d'autres projets ont pu être lancés à certaines époques de façon un petit peu péremptoire, mais avec un vrai travail en amont pour ne pas faire de cette adhésion en effet une catastrophe pour l'Europe. Mais je pense aujourd'hui que grâce à notre intelligence collective, c'est quelque chose que nous pouvons atteindre. Et je pense que c'est une chance pour nous de pouvoir le réaliser en bonne intelligence avec suffisamment d'anticipation. En tout cas, le message que nous voulons envoyer, c'est celui qui a déjà été un petit peu envoyé mais qu'on veut renforcer, c'est celui de lancer un processus qui devra aboutir dans des conditions économiques équilibrées à cette adhésion, comme une forme également de barrière et de garantie pour le futur. Mais je comprends qu'on puisse avoir une différence sur ce point et je respecte totalement votre position. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où la guerre est présente en Europe, elle est à notre porte et je pense qu'elle peut emporter tout le reste dans les années qui viennent. Peut-être pas nous, mais peut-être nos enfants. Et par rapport à cela, il faut que nous utilisions tous les moyens à notre disposition, tous les leviers, pour pouvoir faire en sorte que la Russie reçoive un message aussi qui clairement lui dise une des solutions, c'est le commerce, une des solutions, c'est la sécurité en Europe, une des solutions, c'est l'industrie de défense en Europe, et ça passe, j'allais dire de manière évidente, par un renforcement de la structure européenne à ce niveau-là. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas être dans votre sens, même si je le comprends. Merci beaucoup. La parole est à Mathieu Marquiot pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. D'abord, nous réaffirmons notre attachement au respect du droit international et à la souveraineté des peuples. La guerre en Ukraine est une tragédie et nous soutenons toute initiative diplomatique sérieuse pour y mettre fin rapidement. Or, au lieu de favoriser des négociations de paix, ce texte prône l'extension des sanctions, la rupture totale des relations stratégiques avec la Russie et l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ces orientations ne feront qu'enliser le conflit et affaiblir nos propres intérêts stratégiques. Sous couvert de soutien à l'Ukraine, ce texte engage la France et l'Union européenne dans une fuite en avant dangereuse. Il est de notre devoir de rappeler que toute politique étrangère responsable doit avant tout préserver les intérêts de notre pays et éviter une escalade dont les conséquences pourraient être dramatiques. Notre opposition a toujours été claire, nous nous opposons à toute nouvelle adhésion qui viendrait aggraver les déséquilibres économiques, agricoles et sociaux au sein de l'Union européenne. L'intégration précipitée d'un pays en guerre qui ne remplit aucun des critères requis mettrait en péril la stabilité de l'ensemble du continent.
Concernant les sanctions, nous dénonçons celles qui pénalisent avant tout nos économies européennes. La flambée des prix de l'énergie, la désindustrialisation et l'inflation que subissent nos compatriotes en sont des conséquences directes. La France ne doit pas s'imposer des restrictions suicidaires pendant que d'autres pays contournent allègrement ces mesures. De plus, ce texte appelle à l'exécution immédiate des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Si nous défendons fermement le droit international, nous estimons que de telles décisions doivent être appliquées avec prudence et dans un cadre diplomatique maîtrisé, sans quoi elles risquent de compromettre toute issue négociée au conflit. Enfin, il serait irresponsable d'étendre des garanties. Et enfin, en ce qui concerne les crimes qui ont été commis par la Russie sur le territoire ukrainien, ils sont aujourd'hui avérés, ils ont été documentés. Et j'ai tendance à faire confiance à la Cour pénale internationale pour pouvoir condamner le moment venu ceux qui sont à l'origine, il n'y a pas que le président Poutine, il y en a d'autres, de ces crimes de guerre qui sont avérés. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je maintiens ces positions, mais après on rentrera dans le détail sur vos amendements tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Laurent Mazory, mes chers collègues. 1096 jours. Bientôt 1096 jours depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui représente toujours et encore aujourd'hui l'une des plus graves violations de la sécurité européenne depuis des décennies. Alors, 3 années après le début de l'invasion de l'Ukraine par le régime de Vladimir Poutine, le retour de la guerre sur le sol européen, le groupe Ensemble pour la République tient à réaffirmer son engagement fort aux côtés des Ukrainiens, aux côtés du gouvernement du président Zelensky. Notre engagement est fort depuis le premier jour de l'agression russe, un soutien indéfectible au peuple ukrainien, à l'Ukraine, face à cette agression illégale, injustifiée, brutale, dans la droite ligne et des propos et des actions du président de la République et de la diplomatie française depuis maintenant 3 ans. Nous savons qu'en nous tenant aux côtés du peuple ukrainien, aux côtés des autorités ukrainiennes, nous défendons l'Ukraine, bien sûr, la liberté, la démocratie, l'aspiration de tout un peuple à voir son indépendance et sa souveraineté être garantie, défendue. Mais ce sont également nos valeurs européennes que nous défendons et qui sont brandies par le peuple ukrainien et la très courageuse résistance ukrainienne tous les jours depuis le début de l'agression russe. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. Les victimes civiles ukrainiennes se comptent de manière très, très élevée. On a dénombré, je crois, fin décembre 2024, 40 838 victimes civiles. Je ne parle que des civils, dont 12 456 civils tués. Alors, monsieur le rapporteur, le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de votre résolution européenne qui réaffirme les principes que je viens d'évoquer et la nécessité de renforcer toujours et encore notre soutien à l'Ukraine sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan aussi de la construction d'un État de droit. Et nous savons à quel point la France est engagée notamment dans cette partie-là. Encore une fois, soutenir l'Ukraine, c'est soutenir et protéger la sécurité de l'Europe, la sécurité de notre continent. Et eu égard à quelques petites réserves que nous aurons peut-être l'occasion d'émettre ici ou là, nous adhérons pleinement à l'esprit et à la lettre de votre proposition de résolution européenne. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Je remercie le groupe Ensemble pour la République et Mme Le Grip pour son soutien. En effet, tout texte peut être amélioré, donc j'aurai l'occasion d'y revenir sur les amendements. Il y a de part et d'autre des points que je remercie tous les collègues qui nous ont fait monter, quel que soit le parti, un certain nombre de propositions. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Je vous en remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Notre soutien à l'Ukraine agressée et à son peuple ne peut pas être un encouragement à l'escalade militaire, ni occulter les dérives préoccupantes qui se produisent dans le pays.
Or, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui est précisément le reflet d'une logique de guerre totale. Les alinéas 50 et suivant l'alinéa 60 invitent explicitement l'Union européenne et les USA à poursuivre leurs efforts d'accroissement de leur capacité de production d'armement et de munitions pour accélérer les livraisons d'armes lourdes et de missiles de longue portée, le tout sans aucun contrôle démocratique. Ces choix ont déjà provoqué une riposte immédiate de Moscou, puisque Poutine a ordonné le tir d'un missile balistique et la menace nucléaire se fait de plus en plus pesante. Pendant ce temps, Donald Trump laisse entendre que l'Ukraine pourrait devenir russe un jour, semant ainsi l'incertitude sur l'avenir du soutien américain et la stabilité du pays. La guerre devient également de plus en plus internationale, avec la participation de troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie, et la France même discute d'un engagement militaire plus direct. Nous devons dire stop à cette mécanique infernale. Pour nous, la France insoumise, la France doit mener une politique étrangère non alignée et surtout tournée vers la désescalade et la paix. Nos camarades réfugiés politiques russes qui sont persécutés par le régime de Poutine nous le disent. La solution ne peut être uniquement militaire. Il faut mettre un terme aux objectifs impérialistes du conflit, tels que l'élargissement de l'OTAN ou de l'Union européenne, comme vous le propose votre résolution aux alinéas 49, 61 et 62. Au contraire, nous devons exiger des garanties démocratiques pour la paix, telles que l'autodétermination des peuples, l'égalité linguistique, la libération des prisonniers politiques. Pour cela, il faut soutenir et renforcer la base en garantissant la protection des déserteurs, par exemple, et des opposants politiques. Nous devons intervenir dans le processus de paix en portant des objectifs humanistes. Comme les militants russes opposés à Poutine, il y a des réfugiés politiques ukrainiens qui s'organisent pour la paix. Je vous demande d'en tenir compte. Je suis en contact avec plusieurs d'entre eux. Ils témoignent d'un état déplorable des libertés fondamentales en Ukraine, où l'état de guerre est utilisé pour réprimer les opposants. Un rapport de l'ONU qui va de septembre à novembre 2024 témoigne, atteste de violations des droits de l'homme, de torture, par exemple, contre des objecteurs de conscience. L'Ukraine continue de criminaliser l'opposition politique et syndicale. Je vous cite l'exemple de Tatiana Potapenko, qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir eu un engagement associatif humanitaire. Ces dérives autoritaires sont indignes d'un État qui aspire à rejoindre l'Union européenne. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a vu son mandat prendre fin en mai 2024 et pour le moment, il n'est pas question d'organiser des élections. Je vous demande, au nom de la France insoumise, de privilégier une conférence internationale sous égide de l'ONU ou de l'OSCE pour parler de paix. Je termine. La paix n'est pas une affaire de marchands d'armes. La paix est l'affaire des peuples. Les peuples ukrainiens et russes ont assez souffert. Merci 3 ans, beaucoup. ça suffit. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, merci à Madame Chikirou pour ses propos, dont on pourrait partager une grande partie. Mais je crois que quand on est au moment de la guerre, malheureusement, si certes on doit préparer la paix, on se doit aussi, je le redis à nouveau, de pouvoir être en position de négocier de manière favorable justement pour ces éléments. Après, les différents amendements que vous avez déposés ne m'ont pas échappé. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, pour partie en tout cas. Et après, il faut vraiment lire la PPRE telle qu'elle s'entend, c'est-à-dire dans son ensemble, avec un système à tiroir, et aucun des articles ne va contre l'autre. Tous sont complémentaires et une partie de ces articles ouvre aussi des voies à ce que vous avez évoqué. Et ce sont des sujets que je partage avec vous. Néanmoins, l'objectif est vraiment, non pas dans une idée d'armement militaire, mais dans une idée d'armement de négociation, d'ouvrir tout le champ des possibles pour permettre, vous l'avez compris, je le répète, à l'Ukraine de se présenter à cette table des négociations avec un maximum d'arguments pour faire valoir ce que vous avez dit tout de suite après et que je partage. Les valeurs humanistes, l'objectif n'est absolument pas de faire la guerre. L'objectif, il est de l'arrêter. Et j'allais dire de l'arrêter par tous les moyens possibles qui permettront à l'Ukraine de négocier. Après, je ne veux pas rentrer dans les points que vous avez évoqués concernant la structure politique de l'Ukraine. C'est pas le sujet aujourd'hui, en tout cas, de cette PPRE, mais je pourrais partager un certain nombre des points que vous avez évoqués malgré tout. Merci beaucoup. La parole est à Thierry Sauter pour le groupe socialiste et apparenté pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, la Russie pourrait tester la préparation de l'Union européenne pour se défendre dans les 3 à 5 prochaines années. Ces mots, ce sont ceux de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. C'était le 22 janvier dernier. Elle ne faisait alors que relayer les informations de nombreux services de renseignement européens. 3 à 5 ans. Autant dire demain. Est-ce que demain l'Union européenne sera prête à se défendre en cas d'agression de la Russie ? Je ne joue pas à nous faire peur, la guerre est déjà là en Ukraine. Nous socialistes l'avons dit et répété, en France et au Parlement européen, la guerre de Poutine contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Europe, contre nos démocraties, nos libertés, notre sécurité. Cyberattaque en Espagne et en République tchèque, ingérence dans les élections présidentielles en Roumanie et en Moldavie, campagne massive de désinformation,
toute l'œuvre de la Russie. Alors quand l'Ukraine se défend, c'est l'Europe tout entière, nous tous qu'elle défend. Voilà pourquoi depuis le premier jour, nous avons condamné l'invasion et réclamé des sanctions exemplaires contre la Russie. Surtout, nous avons appelé l'Union européenne à soutenir massivement la résistance ukrainienne. Ça a été fait en partie, mais les Européens doivent faire plus tout de suite. Ce qui est en jeu, c'est notre sécurité, mais aussi la maîtrise de notre propre destin, si d'autres en décideront pour nous. En Russie, Poutine ne respecte que la force. Et il y a maintenant à la tête des USA notre allié historique, un dirigeant, qui ne parle lui aussi que ce langage-là. Pour lui, la paix parfois se résume à un deal conclu, dont les seuls intérêts sont des intérêts économiques avec les États-Unis, avec encore en particulier sa déclaration dans laquelle il demande un accès aux terres rares en Ukraine. Avec ce type de déclaration, attention, ce type de deal peut déterminer la question de la sécurité en Europe sans l'Europe. Si nous voulons être autour de la table, nous devons donc intensifier notre aide à la résistance ukrainienne et utiliser tous les leviers à notre disposition pour peser dans le rapport de force. Surtout, nous avons un pouvoir extraordinaire sur la Russie. Je veux parler des 200 milliards d'euros d'avoirs publics russes qui sont actuellement gelés dans les banques européennes. L'Union européenne doit les saisir et les affecter à l'Ukraine. Sanctionner la Russie, nous en sommes au 15e train de sanctions, un 16e est en préparation, est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Arrêter les importations de combustibles fossiles russes est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Utiliser les intérêts de ces avoirs est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant non plus. Nous devons saisir cet argent et l'allouer à l'Ukraine maintenant et demain pour qu'elle se batte aujourd'hui et qu'elle puisse se reconstruire demain. L'Europe a les attributs d'une puissance, mais elle doit assumer le rapport de force. Le groupe socialiste soutient cette résolution et tient à remercier son rapporteur pour cette initiative. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le rapporteur. Oui, merci pour ce soutien et ces mots. Sur le dernier point, j'aurai l'occasion d'y revenir, puisque vous avez déposé un amendement sur ce sujet-là, sur la problématique de la récupération des avoirs et non pas des intérêts des avoirs russes. C'est là où il y a débat. Il demeure un débat technique et juridique dans le respect du droit international. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas retenu cette option. Mais c'est un sujet qui doit, à mon avis, continuer d'être investigué. À ce stade, selon les éléments de notre possession, ce n'est pas juridiquement possible et je me suis vraiment posé dans cette obligation de respect du droit international, mais je partage votre avis. Et si c'était possible, et si on nous disait dans les semaines ou les mois qui viennent que c'est possible, je pense que bien entendu, il faudrait le faire. Il faut regarder également les aspects, je dirais, entre guillemets, jurisprudentiels et d'impact dans d'autres conflits, dans d'autres endroits sur le globe, mais je partage votre point. Je n'ai pas pu le retenir, encore une fois, à cause de cet aspect droit international, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, mais je partage votre idée tout à fait. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe des démocrates et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on arrête le chronomètre. Je voudrais faire un rappel au règlement sur le deuxième principe de la Constitution. Je crois que quand on est parlementaire, on sépare les pouvoirs, chers collègues, et un parlementaire ne parle pas du juridique, il n'a pas le droit de juger le juridique. Merci. Si on peut démarrer maintenant. Ce n'est pas notre guerre. Non, c'est à notre collègue tout à l'heure qui a parlé qui a dit que les jugements qui étaient donnés n'étaient pas des bons jugements ou étaient des jugements politiques. Quand on est parlementaire, on ne parle pas de l'exécutif, on contrôle l'exécutif, mais on ne parle pas du judiciaire. Allons-y. Vous reprendrez Allez-y, monsieur Petit, au nom de votre groupe sur la résolution, Merci. s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas notre guerre, effectivement, mais c'est notre confrontation. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Je vous rappelle, chers collègues, que c'est comme ça que je l'ai exprimé le 22 février 2022 en hémicycle, où j'ai pris la parole, où j'ai eu l'honneur de prendre la parole. Nous allons vers quelque chose, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, vous connaissez mon engagement sur ce sujet, je voudrais attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer et pourquoi ce débat est intéressant aujourd'hui. Effectivement, l'arrivée de Trump nous engage dans des choses qui vont être transactionnelles. Et le transactionnel, c'est le contraire du droit. C'est souvent très opposé au droit. Transactionnel, c'est celui qui se passe du droit. Des fois, ça apporte au droit et des fois, ça contredit le droit. Et on est plutôt dans ce cas-là. Et ce que je voudrais, c'est partager avec vous des choses assez précises qui prouvent que quand on parle de valeur, ce n'est pas du blabla. Je vais donner 4 exemples de choses dont j'ai peur et dont mon groupe a peur que la transaction les fasse passer sous le tapis. Tout simplement. Parce qu'on fait une transaction, on baisse le prix du pétrole, on va chercher des terres rares et on oublie un certain nombre de choses. Je vous rappelle, mes chers collègues, plusieurs exemples très concrets. D'abord, la Fédération de Russie a changé sa constitution il y a un peu plus d'1 an. Et dans cette nouvelle constitution, qui est une nouvelle constitution de russe, dans la Terre sainte de Russie,
sont intégrés les 4 oblasts dont encore 30% n'a jamais vu un char russe. Donc si on ne traite pas ce problème pendant la transaction, ça veut dire que dans 10 ans, on peut avoir un président de la Fédération de Russie très gentil, avec une architecture de sécurité, mais qui viendra nous dire, écoutez, mes chers collègues, moi je suis embêté parce que dans ma Constitution, il y a marqué que Kherson, c'est chez moi. Et la Constitution m'oblige de défendre mon territoire, qu'est-ce que je fais? Premier exemple, il faut que nous ayons, si ça n'est pas réglé, ça nous concerne. Nous devons parler de ces choses-là. L'extraterritorialité, je vous rappelle que Kaja Kallas, dont on vient de parler, a été condamnée par un tribunal moscovite en droit russe. Et quand on dit, mais pourquoi? Ah ben elle parle russe. Ben non, non. Je vous rappelle que Lavrov avait justifié l'agression en disant que si les Wallons avaient un problème avec les Flamands, il aurait été logique que les Français défendent la minorité française en Belgique. Non. Un citoyen, ce sont des citoyens belges qui parlent français, ce ne sont pas une minorité française en Belgique. Ce sont 2 exemples. Donc évidemment, mon groupe soutiendra cette résolution. On pourrait parler aussi des réparations qui risquent d'être oubliées dans la transaction, les réparations civiles, et on pourrait parler également du jugement des prisonniers qui risquent d'être aussi oubliés dans le deal, dans le fameux deal qu'on nous annonce. Je crois que l'Union européenne doit être très vigilante sur ces notions-là, et c'est pour ça que nous soutiendrons cette résolution. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le rapporteur. Oh, pardon. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez raison, chers collègues, sur le fait que malheureusement, ce sera un deal, comme disent les Américains. Et donc, il faut être à la fois présent à la table, présent derrière ceux qui négocieront, et être très fort sur nos valeurs, et n'oublier absolument personne, ni aucun des éléments du dossier, pour tout de suite, mais aussi pour demain. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on a besoin de l'ensemble des pays qui sont le mur. Et quand je dis le mur, je ne parle pas du mur de Berlin, je parle du mur du château, qui est aujourd'hui dans une position face à une Russie telle qu'elle est. Quand je dis une Russie, je parle des dirigeants russes, je ne parle bien évidemment pas du pays Russie, avec lequel nous devons avoir des échanges. Historiquement, c'est absolument évident que l'Europe devrait travailler au quotidien avec une Russie normalisée. Ça a failli se faire, malheureusement, ça a échoué. Mais nous avons besoin de tous ces pays frontaliers, et que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Roumanie, que ce soit la Pologne, soit l'ensemble des pays, Estonie, etc. La même problématique peut se poser demain, et c'est en cela que l'exemplarité de cette négociation, elle a des répercussions pour des années et des années, et que vous avez raison, il ne faut rien oublier. Merci beaucoup. La parole est à Isabelle Roche pour le groupe Horizon et Indépendant pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, 3 ans. Bientôt 3 ans que l'Ukraine mène aujourd'hui un combat existentiel pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. En soutenant cette proposition de résolution, nous réaffirmons notre attachement aux principes fondamentaux du droit international et à la défense de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'invasion russe ne menace pas seulement l'Ukraine, elle remet en cause la stabilité et la sécurité de l'ensemble du continent européen. Face à cette menace, nous devons rester unis et fermes dans notre engagement en renforçant les capacités de défense de l'Ukraine et en accroissant notre autonomie stratégique. La Russie s'est rendue coupable de crimes de guerre et de violations massives des droits humains, notamment par les attaques ciblées contre les civils et les infrastructures essentielles. Nous soutenons pleinement les initiatives visant à garantir que justice soit rendue et que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes. Afin de tarir les ressources financières permettant à la Russie de poursuivre son effort de guerre, nous appelons à un durcissement des sanctions et à une vigilance accrue contre leur contournement en renforçant les contrôles sur les flux commerciaux et financiers. Notre groupe réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une Ukraine libre et souveraine et d'une Europe forte et solidaire face aux menaces qui pèsent sur elle. Et monsieur le rapporteur, vous l'avez vraiment très bien exposé au cours de vos propos liminaires. Et donc, le groupe Horizon et Indépendant votera en faveur de cette proposition de résolution européenne, convaincu de la nécessité impérieuse d'un soutien renforcé à l'Ukraine face à l'agression russe. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous remercie de votre soutien à l'Ukraine, par conséquent de votre soutien également à la France. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec les prises de parole des orateurs de groupe. Nous en passons maintenant à l'examen de la proposition de résolution européenne et des amendements qui ont été déposés, en commençant par l'amendement numéro 7 de Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui a pour objectif d'ajouter un visa dans la liste déjà assez fournie, je dois le dire, monsieur le rapporteur, des visas que vous évoquez, et le visa qui fait expressément allusion à une résolution du Parlement européen toute récente, celle
en date du 23 janvier 2025 sur la désinformation et falsification de l'histoire par la Russie pour justifier sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Cela vient étayer, si je puis dire, votre propre alinéa 44 de votre proposition de résolution européenne. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Votre avis? Mais avis favorable, au contraire, ça renforce absolument le document. C'est un cruel oubli d'ailleurs, et je vous remercie de ces précisions, donc avis favorable. Très bien, je mets au voie l'amendement numéro 7 qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 8, madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Un peu dans le même esprit, rajoutant un visa, donc un nouvel alinéa après l'alinéa 22 qui fait expressément référence au dernier train de sanctions, de mesures restrictives aussi bien économiques qu'individuelles prises par l'Union européenne, le 15e train de mesures qui a été arrêté à la mi-décembre 2024, et cela pour nous asseoir, là aussi, je dirais, de manière tout à fait politiquement confortée sur les décisions prises par les instances dirigeantes de l'Union européenne et appuyer votre propre alinéa 53. Merci beaucoup. Votre avis, monsieur le rapporteur? Même avis que précédemment, pour les mêmes raisons, puisqu'on est dans un complément, en effet, favorable. Très bien, je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 12, monsieur Sauter. Oui, cet amendement vise à condamner les ingérences russes dans les processus démocratiques de l'Union européenne et dans ceux de son voisinage, qu'il s'agisse des scrutins qui ont lieu en Roumanie, en Moldavie ou encore en Géorgie. Il vise également à dénoncer la progression des forces politiques pro-russes en Europe centrale et orientale qui, par leur opposition à la poursuite du soutien à Kiev, pourraient fragiliser l'effort de guerre en Ukraine. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Oui, alors un avis un petit peu plus compliqué. Il est favorable sous réserve de rectification. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, la condamnation des ingérences russes dans le processus démocratique d'États européens est bienvenue et l'Union européenne doit effectivement renforcer ses efforts pour y faire face. Par contre, le deuxième alinéa de l'amendement vise en revanche à condamner des évolutions politiques qui, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas nécessairement liées aux ingérences visées par le premier alinéa et peuvent appeler une réponse politique générale qui n'a pas nécessairement du coup sa place dans cette proposition de résolution. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis favorable si l'amendement est rectifié afin d'en supprimer le deuxième alinéa, ce qui n'enlève aucune valeur à vos propos, mais qui nous semble devoir être déconnecté de la PPRE elle-même. Je partage. Très bien, donc je mets donc au voie l'amendement ainsi rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 11, monsieur Sauter. Oui, cet amendement vise à rappeler notre indéfectible soutien à la résistance ukrainienne qui fait face depuis plus de 10 ans, date de l'annexion de la Crimée à l'agression de la Russie de Vladimir Poutine. Après les 3 ans de guerre qui s'enlisent, l'Ukraine doit plus que jamais pouvoir continuer à compter sur le soutien humanitaire, financier, militaire, économique et diplomatique de la France et de l'Union européenne. Ces dernières 2 années ont vu également réaffirmer leur volonté de faire échouer l'entreprise d'oppression russe entamée dès 2014. Et donc il en va de la protection du peuple ukrainien et de la défense de notre vision du monde respectueuse des peuples, protectrice des libertés et des valeurs démocratiques. Merci beaucoup. Votre avis, monsieur le rapporteur? Avis favorable. Très bien. Je mets donc au voie cet amendement numéro 11 qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 17, madame Chikirou. Eh bien, écoutez, c'est un amendement qui vise à inciter et à conditionner l'aide européenne versée à l'Ukraine, à la conditionner au respect de principes démocratiques et des droits fondamentaux. Je vous en ai exposé quelques-uns lors de ma déclaration et au nom de mon groupe, bien entendu. Et je crois qu'il est important aujourd'hui pour préparer l'avenir et la paix en Ukraine, il est important de préparer et de tenir compte de toutes les sensibilités politiques qui existent en Ukraine. L'Ukraine a mis sa démocratie à l'arrêt. L'Ukraine n'a pas eu d'élection depuis le mois de mai 2024. On peut comprendre les raisons de l'absence d'élection en période de guerre, hein, bien entendu. Toutefois, il est essentiel que l'on puisse peser sur la suite et dire ce temps-là doit s'achever, la démocratie doit revenir et l'aide européenne à l'Ukraine sera conditionnée au respect des droits de l'homme. Moi, je vous parlerai aussi de l'amnistie générale qui doit être accordée aux déserteurs, aux objecteurs de conscience, aux opposants à la guerre en Ukraine qui ont été emprisonnés et condamnés à de la prison, parce que tout cela existe aussi en Ukraine et il est important de le dire dès à présent parce que, comme vous le disiez précédemment, monsieur
le rapporteur, nous avons un rôle et nous devons peser dans le processus de paix et ne pas laisser Trump décider seul avec Poutine de ce que sera la paix. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors j'aurai l'occasion probablement d'aller dans votre sens sur d'autres amendements, mais pas sur celui-ci. Pour nous sommes en période de guerre. L'Ukraine est une démocratie récente, soumise à une agression militaire qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Elle s'est dotée d'un gouvernement qui a été démocratiquement élu, dont à notre sens la légitimité ne peut pas être mise en cause en ce moment, en pleine guerre. C'est la raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable, même si je comprends malgré tout le sens de votre intervention. Je la partagerai moins sur la partie des déserteurs en période de guerre, mais c'est un autre débat. Merci. Monsieur Petit. Oui, donc je suis contre cet amendement. Je voudrais rappeler deux choses, profiter pour rappeler deux choses. D'abord, la constitution ukrainienne est respectée à la lettre, puisque c'est prévu dans l'état de guerre que les élections sont reportées. Et deuxièmement, je voudrais rappeler que la réforme des institutions et de la politique ukrainienne a démarré dès 2015, dès l'élection dont on vient de parler, qui était une élection démocratique, et qu'aujourd'hui, les régions, la majorité des régions, qui ont un fort pouvoir, les régions ukrainiennes lèvent l'impôt, je vous rappelle, ça pourrait faire des envieux chez nous, elles lèvent l'impôt, et que la majorité des régions sont tenues par l'opposition au président. C'est-à-dire des gens qui ont été élus sur le parti opposé au sien. Et je rencontre plus de gens quand je suis dans les régions que d'opposés à Zelensky, mais c'est des gens qui acceptent le jeu aujourd'hui et qui savent très bien que tant qu'il y a la guerre, eh bien, ils sont sur le même bateau et que la cause nationale l'emporte. Donc voilà. En plus, il y a quand même quelque chose d'un peu incontrôlable. Quand on aide quelqu'un à se battre, on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire, même si on votait ça, ça serait incontrôlable puisque on n'a même pas le droit d'y aller. Je ne vois pas comment on contrôlerait l'effectivité de la mesure qu'on voterait ici. Merci beaucoup. Monsieur Sauter. Oui, mes chers collègues, pour ma part, je suis embêté par la question de conditionnalité que pose l'amendement de notre collègue, notamment par rapport à la situation de conflit en cours en Ukraine. Et je sais que ça va être abordé dans de prochains amendements. Et justement, le chemin d'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine nous protège également de ces questions de respect démocratique, de lutte contre toute force trouble ou de corruption qui pourrait être possible. Et l'engagement qui est exprimé dans ce chemin d'adhésion va dans le bon sens de la démocratie, de la lutte contre la corruption. Merci Madame Chikirou. Oui, je reviens parce que vous êtes tous accrochés sur une parole qui était, depuis mai 2024, le président Zelensky n'a plus mandat. Et en effet, il y a un état d'urgence, un état de guerre qui justifie la suspension de la pratique démocratique et des élections. C'est entendu. Nous sommes en train de parler, et mon amendement porte sur le processus de paix et sur la conditionnalité au respect à l'intérieur des frontières ukrainiennes et concernant le peuple ukrainien lui-même de ses droits fondamentaux. Je vous dis, aujourd'hui, moi, je suis en contact avec des réfugiés ukrainiens ici à Paris. Si vous souhaitez les rencontrer, je vous les présente. Ils m'ont aidé à préparer ma position sur cette proposition de résolution. Et ils me disent, nous, une fois la paix signée, on aura peur de rentrer au pays. Parce qu'on risque d'être jeté en prison, parce qu'on a déserté, parce qu'on ne voulait pas aller à la guerre. Vous savez quelle est l'injustice là-bas? Si vous travaillez dans une multinationale, vous êtes exempté de guerre. Si vous travaillez comme professeur ou doctorant en sciences économiques, sciences sociales, etc., vous devez aller à la guerre. Il y a des injustices qui sont énormes. Les gens ne veulent plus de la guerre, ils veulent la paix. Travaillons à la paix et essayons dès à présent de préparer la paix pour le peuple ukrainien. Je vous parle des Ukrainiens. Je vous dis, aidons l'Ukraine. Oui, c'est indispensable, mais aidons-la à condition qu'elle respecte les droits fondamentaux de ses propres citoyens et que le processus de paix le garantisse. C'est maintenant qu'il faut poser cela. Si vous dites, au nom de la guerre, on s'en fiche pas mal, vous acceptez la torture des objecteurs de conscience en Ukraine. Et ça se passe, et l'ONU l'a documenté. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre? Non, je voudrais juste dire qu'au nom de la guerre, on s'en fiche pas mal et que je ne valide pas la torture, Madame Chikirou. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que la temporalité aujourd'hui, elle était 1, de faire la paix, et 2, et vous l'avez dans la PPRE, nous fixons les conditions ensuite de l'entrée dans l'Europe, et dans ces conditions-là, il y a évidemment tous les points que vous avez donnés. Et dans ma déclaration préalable, j'étais très clair. Il faut commencer par sauver l'Ukraine de ses propres démons après la paix. Simplement, si on le fait maintenant, on les met en position de fragilité. Mais sinon, je connais une partie des personnes, pas individuellement, mais que vous avez citées, et je les ai rencontrées. Je suis tout à fait d'accord avec les éléments que vous citez. Mais à un moment donné, c'est aussi horrible que ce le soit. En période de guerre, il faut, 1, se faire la paix, et 2, attaquer les sujets que vous avez donnés.
Si on mène les deux en même temps, on les fragilise. En fait, c'est là, voilà. Mais là, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord. Voilà, c'est une vraie question de stratégie. Merci beaucoup. Je vous propose de mettre en voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 9, Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement déposé par le président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal, qui est également depuis peu le président du groupe d'amitié France-Ukraine. Et c'est un amendement que nous avons tous, les commissaires EPR de cette commission co-signée, et qui insiste sur l'importance que les futures négociations, parce que nous savons qu'il y aura des négociations pour un cessez-le-feu, pour faire émerger une solution de paix, une solution politique durable. Nous espérons que ces négociations s'ouvriront au moment opportun. Bien évidemment, nous allons tous y travailler au moment que sera celui choisi d'ailleurs par les Ukrainiens. Mais nous souhaitons qu'à la table des négociations se tiennent l'Union européenne et les États européens. Et nous souhaitons vraiment, par cet amendement du président Attal, réaffirmer la nécessité d'avoir la présence active des Européens autour de la table des négociations. Il s'agit de parler de la sécurité et de la paix et de la future architecture de sécurité en Europe, et ça ne saurait se faire juste en face à face entre messieurs Trump et Poutine. Merci beaucoup. Votre avis, monsieur le rapporteur? Cet amendement va dans le sens d'un renforcement, effectivement, aux parties qui concernent les éventuelles négociations à venir, en raison à la fois de son soutien à la défense de l'Ukraine depuis février 2022 et des implications pour sa propre sécurité. Donc nous émettrons un avis favorable. Bien, je mets donc au voie l'amendement numéro 9 qui a reçu un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement identique, le numéro 2, monsieur Marchiot. Cet amendement propose de supprimer la mention relative à l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une telle initiative va à l'encontre des intérêts des États membres, car elle néglige les critères fondamentaux d'adhésion clairement définis par les traités européens. L'Ukraine ne répond pas aux exigences économiques, politiques et institutionnelles nécessaires à une telle intégration. Une adhésion précipitée risquerait de fragiliser la cohésion interne de l'Union et d'affaiblir sa solidité à long terme. Il était irréaliste et inconsidéré d'envisager l'adhésion d'un pays en guerre, ce qui entraînerait l'Union européenne dans une spirale d'instabilité et de conflit. Merci. Madame Chikirou pour l'amendement numéro 19. Défendu. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors, j'avais déjà un petit peu exprimé tout à l'heure, mais refuser l'adhésion de l'Ukraine au motif de l'agression russe serait un début de capitulation pour nous. Il convient de rappeler que le point de départ du conflit en 2014 a été justement la pression exercée par la Russie pour empêcher le rapprochement alors prévu entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et je rajouterais, on l'oublie toujours, la volonté d'adhésion à l'OTAN, c'est-à-dire la tentative russe de peser à la fois sur la politique extérieure de l'Ukraine et sur celle de l'Union, ce qui n'est pas acceptable. Enfin, je l'ai dit aussi et je veux le réaffirmer, s'agissant des critères d'adhésion, le texte de la résolution souligne clairement que ces derniers devront être respectés et n'invite en aucun cas à une adhésion précipitée de l'Ukraine. Je veux le redire ici. C'est pas venez sans condition. Bien au contraire. Voilà, j'insiste sur ce point. Merci beaucoup, monsieur Michelet. Oui, merci Monsieur le Président. Cela me permettra aussi de répondre à la réponse de tout à l'heure de Monsieur le rapporteur. Simplement, vous aviez évoqué tout à l'heure le symbole, le signal envoyé. Je voudrais dire qu'il faut faire très attention à ces symboles, à ces signaux qui peuvent gripper la machine diplomatique. Si l'Ukraine devait intégrer l'Europe, nous aurions justement tout le temps. Vous dites qu'il n'y a pas d'adhésion précipitée derrière cette demande, donc autant ne pas précipiter non plus la candidature. Mais tout à l'heure, surtout, vous aviez parlé d'une perspective conditionnée aux conditions économiques, et moi je voudrais y rajouter les conditions politiques de cohérence et de solidité de la construction européenne. Nous l'avons vu en 2022, l'Europe a été malheureusement tout à fait inaudible face à la Russie de Vladimir Poutine avant le déclenchement de la guerre. Elle l'a été durant la guerre, je crains qu'elle ne le sera aussi durant les négociations après. Le président Zelensky hier au Guardian a déclaré que l'Europe ne serait pas la garantie de sécurité de l'Ukraine, mais que ce seraient les États-Unis. Donc, essayons de lutter contre ce phénomène de marginalisation. Et si nous avons été marginalisés, c'est que la construction européenne est aujourd'hui devenue impuissante, car elle a été construite de manière brinque-ballante. Et donc, n'ajoutons pas peut-être un nouvel étage, un nouvel acteur à la complexité politique de la construction européenne qui, demain, pourrait la rendre encore plus immobile et ne pas lui permettre de faire face aux prochains conflits, aux prochaines tensions géopolitiques. Merci, monsieur Petit.
Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais rappeler à tous nos collègues que l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose dans lequel on rentre, dans lequel on s'enferme, dans lequel on sort. Ce sont des traités. Et l'Ukraine est candidate. Voilà, l'Ukraine demande. L'Union européenne ne s'élargit pas par captation. Elle s'élargit parce qu'il y a des gens qui demandent. Il y a une société ukrainienne qui a demandé de manière ultra majoritaire à nous rejoindre. Nous avons des conditions. Nous les avons données. Nous avons maintenant des équipes sur place puisque la candidature a été acceptée. C'est une candidature. Je voudrais bien qu'on arrête de renverser et de faire cette espèce de simplification, voire de simplisme, de dire que c'est l'Union européenne qui fait du picket sharing en disant « moi je prends toi, je te prends toi ». Non, c'est une adhésion. Ils sont aujourd'hui candidats et rien d'autre. Merci Monsieur Petit. Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe Ensemble pour la République votera contre ces amendements identiques d'ailleurs de la France Insoumise et du Rassemblement national. Nous soutenons tout à fait la perspective européenne de l'Ukraine, pays candidat dont la candidature a été acceptée et nous espérons que l'Ukraine, lorsqu'elle sera en paix, lorsqu'elle aura reconstruit un État de droit et mis en place des institutions pleinement démocratiques, pourra commencer sérieusement à envisager son adhésion à l'Union européenne. Dans le texte de l'alinéa 49 de la résolution portée par notre collègue Mazori, que je relis, il n'est nulle part question d'adhésion précipitée, d'intégration précipitée, d'accélération du processus. Nous avons des procédures, des critères d'adhésion et cela vaut pour la candidature de l'Ukraine comme pour les autres candidatures actuellement en phase de processus d'adhésion. Mais il nous semble important d'envoyer un message politique. Oui, l'Union européenne souhaite que la perspective européenne, rejoindre la famille européenne, soit offerte à l'Ukraine. Merci beaucoup Madame Chikirou. Merci Monsieur le Président. Donc, supprimer l'alinéa 49, je rappelle ce qu'il dit cet alinéa puisqu'on ne l'interprète pas de la même façon. Quand vous dites faciliter le processus d'adhésion et faire en sorte qu'il aboutisse dans les meilleurs délais, il s'agit bel et bien d'une accélération du processus. Mon amendement vise à dire les choses suivantes. Il ne peut pas être question de rabaisser le niveau d'exigence et de critères d'adhésion à l'Union européenne quand on sait désormais quelles sont les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne. Je vais prendre l'exemple de nos agriculteurs. Il ne s'agit pas ici de verser des larmes de crocodile sur les agriculteurs français et dans le même temps de préparer leur mise à mort définitive par des élargissements ou un élargissement qui, on le sait, aura un impact pour les agriculteurs. Ce que nous disons très clairement, c'est que nous sommes très loin de voir l'Ukraine remplir les conditions d'une adhésion à l'Union européenne. Peut-être que c'est secondaire pour vous, mais les droits fondamentaux, l'état de droit, la question de la corruption et de la lutte contre la corruption en Ukraine, la question de l'indépendance judiciaire, tous ces critères-là, aujourd'hui, sont au rouge pour l'Ukraine. Donc, nous ne soutenons pas une accélération du processus, parce qu'on sait que ça prend du temps et de faire la paix, d'une part, et de mettre en place un état de droit, et de lutter contre la corruption, d'autre part. Donc, si vous voulez accélérer, c'est que vous le ferez aux dépens de tous ces critères qui sont essentiels. Merci Madame Chikirou. Il y a beaucoup de demandes de prise de parole, Monsieur le rapporteur, donc je vais laisser tout le monde s'exprimer et vous répondrez ensuite en vous demandant de faire court. C'est un débat important, donc je laisse la parole, mais essayons de faire bref. Monsieur Sauter. Oui, chers collègues, il n'est pas possible pour ma part ni pour mon groupe de soutenir ces deux amendements. L'alinéa 49 qui est visé dans ces deux amendements n'appelle en rien à une accélération du processus d'adhésion à l'Union européenne, mais je rappelle que le processus d'adhésion est un processus long, complexe, codifié par les traités européens, et que le fait que la candidature ait été exprimée, qu'elle ait été acceptée par l'Union européenne, permet que l'Ukraine rentre dans un processus qui viendra contrôler les questions démocratiques, judiciaires, économiques de ce pays tout au long de ce parcours. Et là-dessus, pour moi, ça doit rester comme une finalité d'adhésion à l'Union européenne qui est importante par rapport au combat que mènent les Ukrainiennes et les Ukrainiens depuis bientôt 3 ans, et qui là-dessus, à mon avis, est une véritable boussole dans leur action et dans leur détermination quotidienne. Monsieur Maillard.
Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission. Un plaisir. Oui, juste pour dire, parce que là, tout le monde parle, mais pas de la même chose. Évidemment, on rappelle pour nous qu'il n'y a aucune accélération, mais c'est juste une perspective d'adhésion. Et comme l'a dit Monsieur Petit, c'est un souhait des Ukrainiens d'adhérer à l'Union européenne, et ça va prendre du temps, et ils le savent très bien. Et c'est une perspective importante pour leur pays. Il n'y a aucune accélération. Et rappelez que pour adhérer à l'Union européenne, c'est pas à la carte en fonction du pays. Il y a des conditions très strictes à atteindre, et que c'est pas ni vous ni moi qui allons les fixer. Elles sont fixées dans nos traités. Et donc, au fond, n'ayons pas de vision politique. J'entendais notre collègue de l'UDR tout à l'heure. Ce qu'il souhaite, et disons-le clairement, c'est qu'il n'y ait pas d'adhésion de l'Ukraine à terme, que ce soit maintenant ou à terme. Nous souhaitons qu'il y ait une possibilité. C'est un pays candidat et nous voulons l'accompagner sur ce chemin. Merci beaucoup. J'ai encore deux demandes de prise de parole. Monsieur Petit et Monsieur Michelet qui se sont déjà exprimés, donc je leur demande de faire court, s'il vous plaît. Monsieur Petit. Oui, merci. D'abord, je voudrais rappeler que les Ukrainiens ont accéléré. Je rappelle que les Ukrainiens ont le record de délai entre la demande de candidature et l'acceptation des conditions de candidature. Ils ont passé 6 mois, ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. C'est eux qui ont accéléré. Je voudrais rappeler aussi à mon collègue que le critère d'état de droit fait partie, évidemment, on va le rappeler parce qu'il y a des gens ici qui oublient un certain nombre d'évidences, fait partie des conditions d'accélération. Et je vais préciser ce que veut dire faciliter. Parce que faciliter, ça ne veut pas dire évidemment accélérer, mais faciliter, ça peut vouloir dire des choses très simples, très concrètes, qu'on fait en temps de guerre. Faciliter, ça veut dire qu'on envoie Expertise France pour aider. Plus, ça veut dire qu'on envoie des gens dans les collectivités territoriales. Ça veut dire qu'on envoie des shadow cabinets dans les régions pour expliquer qu'elles doivent lever l'impôt, comment on peut faire. Il y a des demandes énormes là-dessus. Il y a des Français qui y vont. Il y a d'abord des Français qui habitent là-bas. Pour les agriculteurs, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui nous sommes présents, la France est présente pour accélérer au ministère de l'Agriculture ukrainienne pour savoir ce que c'est qu'une agriculture durable. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une agriculture volumineuse, mais ce n'est pas une agriculture durable. Donc il faudra qu'ils fassent des efforts, sinon ils ne rentreront pas. C'est ça que ça veut dire faciliter. Ça ne veut pas dire accélérer ou ça ne veut pas dire baisser les standards. Merci beaucoup, Monsieur Michelet. Oui, simplement pour dire en effet que cet alinéa ne nous semble pas se contenter de prendre acte d'une candidature. Non seulement il y a facilité, mais en plus faire en sorte qu'il aboutisse dans les meilleurs délais. Donc à nos yeux, c'est évidemment un alinéa qui dit que la France, par notre voix, soutient le processus d'adhésion. Vous le disiez, chers collègues, de notre côté, nous sommes contre l'adhésion de manière absolue et nous l'assumons. Mais ce texte, nous le craignons, déclare au nom de la France que la France soutient l'adhésion, la finalité de l'adhésion de l'Ukraine. Et ce n'est pas tout à fait, mais voilà, mais nous, donc ce n'est pas juste se prendre acte. Donc nous sommes d'accord, ce n'est pas juste se prendre acte d'une candidature, mais bien que la France, par notre voix, soutienne l'aboutissement de cette procédure de candidature. Et je voudrais simplement attirer l'attention de nos chers collègues sur le fait qu'il faut peut-être se prémunir d'empoisonner de nouveau la construction européenne avec une candidature qui pourrait diviser les États européens, diviser les nations européennes. Les candidatures, nous avons pu prendre acte, comme la candidature turque par exemple, à empoisonner le débat européen et la construction européenne pendant des décennies. Je crains qu'il ne faudrait pas faire la même chose avec l'Ukraine. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et ensuite, nous passons au vote. Oui, sans vouloir remettre des euros dans la machine, faciliter le processus d'adhésion ne veut pas dire rendre réel l'adhésion. Ça veut dire faciliter un processus d'adhésion. Enfin, je relis le texte. Enfin, Madame Chikirou, pardon, mais vous avez dit que peut-être que les valeurs humaines étaient secondaires pour moi. Pas du tout. Donc, vous avez dit peut-être les valeurs humaines sont-elles secondaires pour vous. Elles ne le sont pas. En tout cas, permettez-moi de vous dire que je m'inscris fortement en faux avec ça. Et enfin, vous avez oublié la fin de la phrase quand vous avez lu l'article 49, dans le respect des critères d'adhésion actuellement en vigueur. C'est hyper important. Dans le respect des critères d'adhésion. Et dans le respect des critères d'adhésion, il y a évidemment les droits humains, le droit international, etc. Donc, c'est pas parce qu'on veut faciliter un processus qu'on va faire fi du respect des critères d'adhésion. Je parle de la corruption et de tout le reste. Voilà, juste pour vous rassurer sur ce point. Bien, merci monsieur le rapporteur. Je crois que tout le monde a pu faire valoir son point de vue. Je vous propose de mettre aux voix ces deux amendements identiques, l'amendement numéro 2 et l'amendement numéro 19. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Amendement numéro 1, monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cet amendement propose encourage à ce que les pratiques que nous faisons depuis le début de la guerre, d'abord par tournant, par 200 par personne, enfin 200 personnes en France et en Pologne, et puis après sous la forme de bataillons à Reims, soit aussi possible et encouragé à les faire à l'arrière du front.
Pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, je sais que cet amendement est assez compris, mal compris, comme on va aller se battre. Non, pas du tout. C'est une formation. Donc c'est quelque chose qui est le troisième étage de la fusée de la formation, qui se passe très bien. Et donc je voulais déjà insister sur ce côté-là. Et deuxièmement, je suis contre l'armée européenne. Je suis pour la défense européenne. Et je crois que la défense européenne se construira justement par travail, par tissage, par travail entre les différentes armées, et que ce travail de formation tel qu'on a pu le découvrir et tel qu'il a été effectué a encouragé ce que beaucoup des gens appellent sur le terrain une fraternité d'armes, et que cette fraternité d'armes, elle sera utile. C'est comme le fait de réduire le nombre de modèles d'avions ou de modèles de chars que nous avons en Union européenne. Je crois qu'il est important qu'au niveau de la formation, des allers-retours, des rétex, en particulier sur la guerre électronique, nous avons tous à gagner, y compris nous, Français, à ce que les processus de formation, qui ressemblent beaucoup à de la formation pour adultes, évidemment, que ces processus de formation se rapprochent du front. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors, j'émettrai un avis défavorable, même si je comprends tout à fait les éléments indiqués par monsieur Petit. Il est une chose de l'aide éventuelle qui accompagne les livraisons de certains moyens, de le faire sur son territoire. Il en est une autre de le faire à l'extérieur. Et nous pensons, pour en avoir parlé, y compris avec les Ukrainiens, que cela impliquerait donc de facto une présence qui serait assimilée comme militaire de la part des pays mettant en œuvre ces formations sur le sol ukrainien. Et par conséquent, l'Ukraine étant un pays souverain dont le territoire est reconnu, s'y refuser reviendrait à reconnaître dans les faits un droit de regard de la Russie, ce qui serait contraire à nos principes comme à notre politique. Et enfin, envoyer des militaires en territoire ukrainien, même pour une formation, représente toutefois dans les faits une escalade, ou du moins une escalade qui pourrait être interprétée comme telle, de manière officielle et visible. La Russie considérant le territoire entier de l'Ukraine comme une zone de guerre, il convient de tenir compte de notre capacité et de nos propres capacités à agir si les formateurs étaient eux-mêmes visés par une action quelconque de la part de la Russie. En d'autres termes, si on avait des formateurs qui étaient eux-mêmes visés par une action de la Russie, on serait dans un système qui nous amènerait à devoir potentiellement les défendre. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable, même si je comprends tout à fait le sens de l'amendement présenté. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement. Monsieur Petit, vous voulez répondre? Vas-y. D'abord, je voudrais rappeler qu'il y a des Français en Ukraine et qui sont bombardés aussi, voilà, aujourd'hui, et qu'on se pose la question de savoir comment on va faire. Il y a des paysans qui ont des champs qui ont été bombardés, etc. Donc il y a déjà des Français en Ukraine. En plus, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont déjà en Ukraine et qui y vont pour marquer notre soutien. Il y a des experts, il y a eu des bénévoles, des gendarmes, etc. Il y a des gendarmes en Ukraine qui sont là. Ensuite, quand vous dites escalade, pour moi, le principe de formation et le principe de ce qu'on est en train de faire, et même du côté de la Russie, il est le même, que ça soit fait en Pologne en faisant venir les Ukrainiens, ou que ça soit fait en France en faisant venir les Ukrainiens, ou que ça soit fait sur place, c'est exactement le même. Et vous savez qu'on est surveillé dans nos camps par des drones russes, parce qu'ils considèrent déjà que c'est dans leur avis une belligérance. Et enfin, je vous rappelle que pour la Russie, l'Ukraine n'est pas un champ de bataille. L'Ukraine fait partie du territoire russe. Je le rappelle, depuis 1 an, la Russie a intégré dans sa constitution que les 4 oblasts, donc bien au-delà du front actuel, étaient dans sa constitution la Sainte Terre de Russie. Donc je précise encore ça parce que je sais que ça a du mal à rentrer dans les esprits. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Maillard. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que c'est un amendement, et avec le groupe PR, on pense que c'est un amendement important. On entend les réticences du rapporteur, mais je crois que l'ensemble des arguments qu'a développé notre collègue Petit sont des arguments vrais et qu'il ne faut pas intégrer nous-mêmes les propres desiderata des Russes. Nous voulons apporter une formation, nous formons déjà sur nos matériels les Ukrainiens, en tout cas les soldats ukrainiens, avec les difficultés d'ailleurs quand on les forme en France, avec des vraies difficultés, on en a eu de nombreux échos. Et donc, il nous semble intéressant de dire que dans une perspective, on espère évidemment la paix, mais dans une perspective, on puisse les former sur place, nous semble plutôt de bonne loi. Donc, nous voterons cet amendement. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 4, Monsieur Marchiot.
Cet amendement propose de supprimer les dispositions appelant à un renforcement des sanctions sur l'énergie. Bien que la fermeté diplomatique soit nécessaire pour soutenir nos positions géopolitiques, ces sanctions n'ont pas montré de résultats tangibles en termes d'efficacité. Pire encore, elles risquent de nuire gravement à nos propres économies, en particulier dans les secteurs énergétiques et industriels. Les sanctions actuelles pénalisent directement nos entreprises, entravant leur compétitivité et exacerbant les difficultés économiques de nos concitoyens que nos concitoyens doivent déjà affronter. En outre, ces sanctions rendent plus difficile toute aide future à l'Ukraine en creusant encore davantage les fractures économiques au sein de l'Union européenne. Nous devons donc revoir ces mesures et adopter une approche plus équilibrée qui ne mette pas en péril notre prospérité tout en maintenant un soutien humanitaire et diplomatique cohérent. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Mais défavorable pour les motifs que j'ai précédemment exprimés, d'autant que quand nous avons rencontré l'ambassadeur d'Ukraine, celui-ci nous a indiqué que bien au contraire que ce que l'on pourrait penser en France et en Europe, ces sanctions ont montré des résultats avec une tension très importante sur la capacité de production d'armement d'une part et l'obligation de la Russie d'aller se servir en armes, en matériel et même en hommes dans des pays proxy de la Russie. Bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 13, monsieur Sauter. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement sur l'alinéa 54 vise justement à supprimer cet alinéa 54 car si nous partageons le constat de l'importance des répercussions sur les marchés de l'énergie de la guerre injustifiée et non provoquée menée par la Russie contre l'Ukraine, nous ne plaidons pas pour une solution qui engendrerait une hausse de la production des combustibles fossiles et qui nous éloignerait d'alors des accords de Paris. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Je comprends tout à fait le sens de votre intervention. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'échanger avec un certain nombre de députés, d'ailleurs de Paris, sur ce sujet. Néanmoins, la situation de la guerre nous semble devoir favoriser à avoir au moins temporairement un accroissement de la production pour faire baisser les cours, toujours dans ce cadre guerrier. Et même si, évidemment, les efforts écologiques, que ce soit de Paris et de toute façon de réduction et de décarbonation de notre énergie, doivent nous y pousser, les différents éléments qu'on a échangés avec l'Ukraine nous laissent à penser de l'efficacité de la mesure temporaire, au moins pour la période qui amènerait jusqu'à la négociation de paix. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable, même si là aussi je comprends tout à fait le sens de votre amendement. Merci. Monsieur Petit. Oui, je pense qu'il faut sortir d'un côté un peu franco-français, c'est-à-dire européo-centré. Si nous réalisons, si la planète arrive à réaliser la transition énergétique, mes chers collègues, je vous rappelle que pour éviter que 2 tiers de l'humanité ne meure de faim demain matin, nous allons avoir besoin encore de 30 ans de fossiles. Voilà, ça c'est les mathématiques. C'est-à-dire que, évidemment, nous décarbonons, évidemment la France est déjà quasiment décarbonée, mais il y a des pays où, ou bien nous faisons la transition en continuant à utiliser du fossile. Et là, on parle de marchés mondiaux. Ce qui est l'objectif de là, c'est de ce qui est dit là, c'est de faire baisser ce qu'on appelle, certains appellent les pays du Sud, les non-alignés, etc. Mais il y a des pays qui sont en développement, des pays qui sont même en dessous des seuils de pauvreté, des pays qui ne pourront pas participer à la décarbonation de la planète avant une 30aine d'années, si tout va bien, si on arrive à mener nos agendas. Donc, soyons conscients qu'il ne faut pas... c'est plus important que ces pays-là et que ces gens-là continuent à vivre. On ne va pas les condamner parce que nous, on a réussi. Donc il faut toujours penser à ces équilibres quand on parle de fossiles. Est-ce qu'on est dans un marché local, un marché européen qui évidemment vise la neutralité à 30 ans, donc la neutralité à 30 ans, mais où est-ce qu'on est dans le cadre de la planète, où si nous levons un peu les yeux au-delà du guidon, nous devons être solidaires de peuples qui ne pourront pas se passer, enfin qui auront besoin, parce que c'est mathématique, c'est des calculs qui existent, qui sont publics, qu'on connaît tous, donc il faut faire attention. Là, il s'agit d'une influence sur des prix qui, de toute façon, ne feront pas plus ou moins. Merci beaucoup, Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres, la présentation de son amendement de suppression par Monsieur Sauter et les explications du rapporteur et celles d'ailleurs de Monsieur Petit. Nous allons voter en faveur de l'amendement présenté par Monsieur Sauter. J'entends bien toutes les considérations géopolitiques sur le marché mondial de l'énergie, etc., mais clairement, il me semble que ces considérations-là, je les entends, nous les comprenons, elles n'ont pas tout à fait leur place dans une résolution européenne politique qui vient apporter un soutien
politique, avec des aspects d'ailleurs de stratégie militaire, de défense à un pays agressé. Donc nous allons voter en faveur de l'amendement de suppression, estimant que l'alinéa 54 n'est pas absolument dans le cœur du propos que souhaite défendre votre proposition de résolution, monsieur le rapporteur. Bien, je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 6, monsieur Marchiot. Un amendement qui vise à supprimer la disposition qui préconise d'interdire toute importation de combustibles fossiles russes, une mesure qui met gravement en danger notre indépendance énergétique. Cette proposition, bien que motivée par des considérations géopolitiques, ignore la réalité du marché énergétique et les conséquences dramatiques qu'elle pourrait entraîner pour nos industries et nos ménages. La crise énergétique actuelle nous a clairement montré que l'Europe n'est pas prête à se passer de manière brutale de cette source d'approvisionnement. Ce choix a conduit à une flambée des prix de l'énergie, pénalisant directement la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat des citoyens européens. Il est donc impératif de revoir cette proposition et d'adopter une approche plus réaliste et équilibrée qui préserve à la fois notre indépendance énergétique et notre soutien à l'Ukraine. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? J'ai déjà donné des explications. Je voudrais juste rappeler que nous n'interdisons pas, nous invitons à mettre fin dans les plus brefs délais. Nous demandons une limitation de son accès aux infrastructures européennes et nous demandons des restrictions. Donc nous n'interdisons pas, nous enjoignons nos partenaires européens à limiter au maximum. C'est donc pas une interdiction. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement qui nous est présenté. Très bien. Avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 14, monsieur Sauter. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à reprendre un point qui a été discuté lors de notre discussion générale concernant les avoirs qui ont été saisis de la Russie. Nous pensons par cet amendement qu'il est nécessaire non pas de faire uniquement usage des intérêts, mais également des actifs russes qui ont été gelés sur le territoire européen et de pouvoir les redestiner à l'Ukraine, tant pour la guerre d'aujourd'hui que pour la reconstruction de demain. Alors j'entends, monsieur le rapporteur, dans votre réponse préalable qu'il y a des questions juridiques de faisabilité, mais aujourd'hui je pense que rien ne l'interdit non plus clairement sur ces questions-là. On est face à des questions, je ne vais pas appeler de vide juridique, mais où il y a peu de précédents, et je pense que dans cette situation, il faut pouvoir aller de l'avant et pouvoir faire l'usage de ces actifs. Si votre avis, monsieur le rapporteur. J'ai préparé une longue note technique, mais vous avez tout résumé, et donc c'est la raison pour laquelle je demeure défavorable. Maintenant, je comprendrai éventuellement que politiquement, vous souhaitiez la porter, parce qu'au stade actuel, la piste d'une confiscation pure et simple des actifs russes ne semble pas stabilisée juridiquement, même si politiquement, encore une fois, je plus sois avec ce que vous avez dit. Voilà. Petit. Oui, c'est un sujet dont on a tous beaucoup parlé. Moi, ma position, puisqu'on fait de la position stratégique et politique, est la suivante. Je pense, je le dis comme ça dans mes réunions publiques, donc je vais vous le dire de manière un peu directe. Je crois qu'on ne peut pas se battre contre les non-démocraties avec des outils non démocratiques et non juridiques. C'est-à-dire que nous, on appelle au respect du droit international. Je pense qu'il ne faut pas descendre dans le bac à sable. Je pense que là où on pourra intervenir, et je l'ai dit tout à l'heure, dans les exemples que je donnais très précis, c'est la reconstruction. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, à ce moment-là, après accord, s'il y a accord après, quand on sera dans la phase juste après, le jour d'après, il faudra évidemment refuser qu'on nous dise « mais nous, on ne peut pas réparer nos dégâts civils ». Je vous rappelle, je fais la différence entre dégâts civils et dégâts militaires. Les bombardements sur un hôpital, quand il faut reconstruire l'hôpital, c'est un dégât civil. Voilà, il y a des choses qui ont été détruites systématiquement tous les jours, encore hier, qui devront être réparées par l'agresseur. Et là, on pourra dire, dans un accord, on pourra dire « vous avez les moyens ». Voilà. Sinon, voilà. Mais aujourd'hui, transgresser le droit international de manière unilatérale parce qu'on ne le fait pas, je pense qu'il faut être très prudent voilà, je pense que à court terme et même peut-être à long terme, ça nous reviendra dans la figure. Je pense qu'il faut qu'on respecte le droit international. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas safe juridiquement. On ne sait pas trop comment faire. Parce que c'est un droit qui est quand même un droit commercial, c'est un droit qui dépasse, ce n'est pas du droit territorial, c'est du droit compliqué, le droit des avoirs dans un autre pays. Donc voilà, je rejoins assez l'analyse du rapporteur et je serai très prudent là-dessus. Madame Le Grip.
Oui, merci Monsieur le Président. J'ai souvenir que nous avons été plusieurs, d'ailleurs je faisais partie de ces co-signataires, à co-signer une proposition de résolution sous la mandature précédente qui avait été initiée par Benjamin Haddad et Julien Bayou, qui proposait justement que l'on aille au-delà de la simple utilisation des intérêts, mais que l'on puisse envisager le chemin juridique pour aller jusqu'à l'utilisation des avoirs russes gelés. Je suis parfaitement consciente du flou juridique qui entoure cette question, mais il faut être réaliste et je pense saisir l'opportunité de cette proposition de résolution européenne pour émettre un message politique. Il y a des masses d'argent considérables qui sont gelées dans les pays de l'Union européenne et au-delà depuis des années et il nous faudrait vraiment sérieusement avancer sur le chemin de l'utilisation de ces avoirs pour l'Ukraine. Merci beaucoup. Je mets donc au voie l'amendement numéro 14 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 15, Monsieur Sauter. Oui, merci Monsieur le Président. L'amendement numéro 15 concerne l'alinéa 57 et qui vise à pouvoir préciser et compléter les questions de cet alinéa 57, notamment dans l'objectif de reconstruction de l'Ukraine et de préciser une intervention plus forte sur les questions de transport. Je pense notamment aux questions du rail qui seront essentielles dans ce corridor européen, d'aller à ce niveau-là, et des questions de déminage, car aujourd'hui l'Ukraine détient un triste record par rapport à cette situation de mines posées sur son territoire. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Là aussi, si je comprends tout à fait la finalité, le problème serait que dans la rédaction telle qu'elle est proposée, il serait trop restrictif. Et donc, comme on ne veut privilégier aucun secteur, je pense à la construction ou à l'agriculture, c'est la raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable tel que l'amendement a été rédigé, même si j'en comprends la finalité. On avait ce matin une réunion en commission des affaires étrangères sur la Syrie, par exemple, et on disait qu'un des points d'entrée de la reconstruction de la Syrie, c'était de commencer justement par le déminage, et c'est la même logique. Mais tel qu'il est ratifié, il nous semblerait au contraire refermer les éléments. C'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable. Très bien. Je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 18, Madame Chikirou. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un amendement qui propose de mettre en place un dispositif d'accueil et de protection temporaire pour les ressortissants russes qui font l'objet, comme vous le savez, de persécutions en raison de leur opposition à la guerre en Ukraine. On parle des objecteurs de conscience, de déserteurs de l'armée russe, on parle de militants pacifistes, de journalistes, de syndicalistes qui sont réprimés. Donc cet amendement vise vraiment à faciliter leurs conditions d'accueil, aussi bien par la France que par l'Union européenne. Pour avoir été très proche d'eux ces 3 dernières années, je peux vous dire que c'est souvent le parcours du combattant, et que mon mouvement, la France Insoumise, a dû beaucoup intervenir pour beaucoup d'entre eux, que ce soit ici en France ou en Allemagne, pour les aider, parce qu'il faut attendre 18 mois. Le dernier a eu même plus de 18 mois pour avoir son asile et pour pouvoir enfin travailler. Et qu'une fois avec la possibilité de travailler, c'est des gens qui se retrouvent souvent exploités par des réseaux internationaux. C'est comme ça que la solidarité entre réfugiés russes et ukrainiens se fait aussi ici à Paris. C'est parce que les deux peuples exilés se retrouvent dans des situations d'exploitation par des réseaux internationaux. Donc, essayer de garantir les meilleures conditions d'accueil pour ces réfugiés russes jusqu'à ce que la paix leur permette d'avoir une amnistie générale et qu'ils puissent retourner dans leur pays comme ils le souhaitent. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Le rapporteur donne un avis favorable sur cette proposition. Très bien. Je mets donc au voie l'amendement numéro 18 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Très clair. Alors on va recommencer. Qui est pour l'amendement 18? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5, Monsieur Marquiot. Un amendement qui vise à supprimer l'appel à une extension des garanties de sécurité, une proposition qui risquerait d'engager la France et ses partenaires européens dans un conflit armé. En l'état, cet appel manque de clarté et prévoit l'extension des garanties de l'article 5 de l'OTAN à un pays qui n'en fait pas partie, et ce, de manière imprécise. De plus, il inclut l'extension de l'article 42 du traité de l'Union européenne, ce qui pourrait nous entraîner immédiatement dans une escalade militaire sans réflexion sérieuse sur les conséquences.
L'extension de telles garanties, qui sont au cœur de notre alliance, ne doit pas être envisagée sans que les devoirs et les engagements qui y sont associés soient également pris en compte. Il est irresponsable d'envisager un tel engagement militaire sans en mesurer les répercussions géopolitiques. L'heure est à la diplomatie et à la négociation, comme l'a lui-même rappelé le président Zelensky. Nous devons éviter à tout prix des actions impulsives ou bellicistes qui pourraient plonger l'Europe dans une situation incontrôlable et hasardeuse. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Oui, merci. Il convient de noter, si on relit l'article de l'alinéa 62, qui n'appelle nullement une extension des articles 5 ou 42, mais à la mise en place de garanties de sécurité adaptées à la situation particulière de l'Ukraine, préalablement à son éventuelle future adhésion à l'OTAN ou et à l'Union européenne. S'il est possible que des négociations soient engagées dans les semaines ou les mois qui viennent, rien n'indique que la Russie soit sur le point de renoncer réellement à ses ambitions sur l'Ukraine, et tout indique que la seule alternative réaliste à la guerre est celle d'une paix armée pour une durée indéterminée. Par conséquent, je donnerai un avis défavorable, puisque ces articles ne sont en rien visés. Très bien, je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Amendement numéro 5, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 20. Madame Chikirou. Faire vite, écoutez très rapidement, c'est un amendement qui demande excusez-moi, à veiller à ce que les garanties ne s'inscrivent pas dans une logique d'expansion de l'OTAN, mais plutôt dans une démarche de désescalade et de sécurité collective. Donc, vous connaissez la position de la France insoumise concernant l'OTAN. Vous savez très bien que l'élargissement de l'OTAN et la volonté affichée d'intégrer de nouveaux États est mal perçue pour la Russie dans un contexte où on cherche à faire la paix, dans le cadre d'un processus de paix. Et même si j'entends votre stratégie de montrer les muscles et de les montrer plus que jamais au moment où la paix se négocie, je crois qu'il faut aussi savoir montrer des signes d'apaisement qui n'accélèrent pas ou n'empêchent pas finalement la paix de se faire. Et donc nous proposons une rédaction nouvelle de l'alinéa 62. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Alors je donnerai un avis défavorable, toujours pour les mêmes motifs que précédemment. Nous n'appelons nullement à un renforcement de l'adhésion à l'OTAN. Par contre, nous laissons toute liberté à l'Ukraine de le faire. Et bien au contraire, nous appelons à renforcer les éléments de sécurité occidentale, ce qui sous-entend plutôt l'Union européenne que l'OTAN. Ceci est mon avis personnel, mais c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable. Merci beaucoup. Je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour... Européen à entrer dans les discussions pour la paix, à s'imposer en privilégiant et en favorisant une initiative sous égide de l'ONU ou de l'OSCE, parce que on ne peut pas accepter les conditions dans lesquelles la paix est en train ou serait en train plus ou moins de se discuter, c'est-à-dire de façon opaque entre un président américain et un président russe qui paraissent davantage préoccupés par des enjeux commerciaux, économiques, que par le bien-être des peuples aussi bien russes qu'ukrainiens. Et la paix ne semble être pour eux qu'un simple accord de transition, un accord commercial, ou un accord économique, un accord une nouvelle alliance de pouvoir. Pour nous, Européens, et pour les peuples ukrainiens, mais aussi russes, je crois, la paix, c'est notre existence même. Donc il est très important que l'on puisse remettre du droit international, parce que c'est tout ce que nous avons pour nous protéger face à l'autoritarisme d'un président américain, d'un président russe, ou demain d'un pouvoir en Ukraine qui pourrait être un pouvoir militaire, comme certains réfugiés ukrainiens le craignent aujourd'hui, et craignent que le successeur de Zelensky ne soit pas un homme politique ou une femme politique élue démocratiquement, mais soit une personnalité militaire qui sera choisie par d'autres que par le peuple ukrainien. Merci beaucoup. Votre avis, monsieur le rapporteur ? Alors je donnerai un avis défavorable, parce que si l'hypothèse de négociation prochaine doit être prise en considération, rien à ce stade n'a été proposé et la position de la Russie reste très éloignée de ce qui semblerait acceptable pour entamer des pourparlers. Donc en réalité, tout simplement, il nous semble prématuré de proposer dès à présent un cadre particulier. Par ailleurs, s'agissant d'un conflit régional dont les implications sont fortes pour les pays de la région, il semble plus logique que des négociations se tiennent avant tout entre les pays les plus directement impliqués, même si les Nations Unies auront certainement un rôle à jouer. Mais nous attendons que ce soit plutôt les pays de la région qui appellent les Nations Unies, plutôt que d'utiliser le cadre Nations Unies à ce stade, tout du moins. Merci beaucoup. Je mets donc au voie l'amendement. Non, excusez-moi. Ah, Madame Chikirou, pardon, je ne vous avais pas vu. Si vous avez bien vu l'amendement, il propose un autre cadre que l'ONU.
pour lequel vous pourriez émettre un avis favorable, qui est l'OSCE. Donc il y a un cadre régional et un cadre international. Très bien. Je vais maintenir mon avis défavorable parce que je considère que c'est prématuré, mais on aura à y revenir. Voilà, même la partie prématurée me semble emporter, même si je comprends très bien la volonté d'avoir un tiers pour permettre des négociations plus sereines et plus efficaces au niveau international. Je mets donc au voie l'amendement numéro 16 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 10, Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, c'est un autre amendement déposé par Gabriel Attal en sa double qualité et de président du groupe EPR et de président du groupe d'amitié France-Ukraine, et que nous avons tous ici, commissaire EPR, co-signé, qui vise à réaffirmer l'importance du destin de l'Ukraine, je fais court, hein, pour la sécurité et la paix collective de l'Union européenne, de notre continent. Voilà, donc ça réaffirme dans le texte même de la proposition de résolution européenne, monsieur le rapporteur, des choses que vous avez dites fort excellemment dans votre propos liminaire. Très bien. Votre avis, monsieur le rapporteur? Avis favorable sans aucun problème. Très bien. Je mets donc au voie l'amendement numéro 10 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Je mets donc au voie l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? L'article unique est adopté et la proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent adoptée. Félicitations, monsieur le rapporteur. Merci à tous. Vous voulez dire un mot? Oui. Non, je voudrais dire un mot, c'est que dans l'expression de nos différences, on l'a bien vu, le débat démocratique est respecté. Et je pense que les écoutes et les prises de position que vous avez pu avoir les uns et les autres peuvent s'entendre peut-être dans des temporalités différentes, même si évidemment on n'est pas d'accord, loin de là. Néanmoins, bravo pour avoir soutenu l'Ukraine, ne serait-ce que par votre présence et les adjonctions que vous avez faites à ce texte. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous propose que l'on passe au point suivant de l'ordre du jour et j'invite le collègue Metzdorf à bien vouloir me rejoindre. Nous allons étudier sa proposition de résolution visant à condamner les ingérences de l'Azerbaïdjan